de m'avoir donné l'opportunité de parler d'un sujet aussi important, aussi intéressant. Mais devant la présence quand même du professeur Smaïl Mizani, qui n'est pas là, qui vient demander la permission de sortir, je serai assez bref parce que lui, quand même, il est pratiquement dans le stress oxydatif depuis un bon moment et je crois que c'est un petit peu par rapport à ce qu'il a fait que nous avons aussi donc essayé de montrer ce que c'est. On entend tous parler de ce phénomène de stress oxydatif. Vous allez retrouver deux mots, hein, c'est-à-dire il y a le mot stress, et ce n'est pas forcément le stress que l'on connaît, ce n'est pas le stress psychosocial, ce n'est pas le stress environnemental dans lequel nous sommes soumis, mais c'est un stress qui se passe carrément au niveau de la cellule elle-même. Professeur Mouna a fait une remarquable, disons, un remarquable rappel, voilà, j'allais sur l'immunologie. Et tout ce système, au fait, qui fonctionne d'une manière extraordinaire, a besoin quand même d'une énergie. Je compare, parce que là, j'ai un petit peu sa manière de présenter, il compare toujours à la vie réelle. Je comparerai, au fait, les systèmes comme des ministères dans un grand État. Dans un État qui a besoin d'un certain nombre de ministères pour faire diriger un État. Et si je dois donner un nom au ministère représenté par le professeur Moulin, je dirais ministère de la Défense. Hein, de la Défense, parce qu'au fait, et dans la Défense, on a pratiquement tout. Hein, on a des cellules qui s'occupent de repérage, de l'information, de la défense, du recrutement, etc. Et même, on élimine les mauvais soldats, hein, d'une manière ou d'une autre, effectivement. C'est pratiquement la schématisation un petit peu, mais cette défense a besoin de toute cette logistique, a besoin d'un certain processus pour fonctionner, qui dans le corps humain, c'est l'oxygène, c'est la respiration. Donc, pour moi, le deuxième système, c'est celui de l'énergie, c'est-à-dire le système respiratoire et circulatoire. Et c'est pour ça que je vais introduire dans ça, parce que la respiration, c'est le primum movens de toute fonction de l'organisme. L'organisme fonctionne parce qu'il a besoin d'énergie, cette ATP n'est produite qu'à partir de l'oxygène que nous respirons, et bien sûr un certain nombre de processus qui se trouvent à l'intérieur de la cellule. Donc, comme introduction, je dirais que le stress oxydatif donc, est défini grossièrement comme une agression chimique oxydative des constituants de notre organisme. Donc, cette agression est une des causes essentielles du vieillissement cellulaire et par conséquent l'apparition d'un certain nombre de maladies. C'est-à-dire qu'actuellement, on peut expliquer beaucoup de maladies qui sont dues au stress oxydatif et là, on peut le prouver effectivement. Donc, cet état de toxicité permanente de notre organisme, ce qu'on appelle une rouille, parce qu'il s'agit véritablement d'une rouille, d'une oxydation de nos cellules, est due bien sûr à l'oxygène que nous respirons. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de l'oxygène. Donc ce paradoxe, d'un côté, au fait, l'oxygène que nous respirons est indispensable au fonctionnement de nos cellules, et il arrive quand même qu'une partie de cet oxygène ne soit pas utilisée dans le bon sens, et il se trouve qu'il soit transformé, ce qu'on appelle des espèces réactives de l'oxygène ou des espèces activées oxygénées. J'ai mis ROS parce que les anglo-saxons l'appellent Reactive Oxygen Species. Donc, mais le terme général, c'est des éléments de l'oxygène qui est bimoléculaire et qui se trouve à un moment donné amputé d'un de ces électrons, il devient donc inactif, plutôt instable. Donc, ces espèces sont capables donc d'oxyder d'autres espèces qui sont des constituants de notre organisme, c'est-à-dire nos lipides, nos protéines, nos sucres et notre ADN. Et bien sûr, on va en parler un peu brièvement des conséquences que cela a sur l'oxydation de ces différents processus. Donc, je disais comme introduction, effectivement, que la respiration, c'est la fonction fondamentale qui permet à l'oxygène de rentrer par nos voies respiratoires. Et il y a tout un cheminement de cet oxygène
Et au final, cet oxygène va aller où? Il va aller dans la cellule. Et dans la cellule, et plus précisément, on va le retrouver pratiquement dans la mitochondrie. Pourquoi la mitochondrie? On nous a appris que c'est la fameuse centrale énergétique. On l'a appris déjà même dans les cours de lycée. Je crois que c'était le lycée, on nous a initié. Déjà, très bien. Donc, cette fameuse centrale, on n'y avait pas fait très attention, mais maintenant, en étant adulte, on se rend compte effectivement que c'est à ce niveau-là que tout se fait, les phénomènes d'oxydoréduction pour la transformation et la production de l'énergie. Alors cette production, ce qu'on appelle la chaîne respiratoire intramitochondriale, elle se fait d'une manière assez précise, je vais peut-être en dire quelques mots, et au final de tout ça, c'est ce fameux ATP qui est la seule source d'énergie directement assimilée et assimilable par la cellule. C'est la seule source. Elle ne sait pas utiliser l'oxygène d'une manière indirecte, mais il faut qu'il soit transformé de manière à ce qu'il y ait l'adénosine triphosphate pour, bien sûr, assurer la fonction organique de tous nos composants cellulaires. Ce schéma, effectivement, retrace un petit peu ce qu'on appelle le schéma la chaîne de transport des électrons qui se passe à l'intérieur. Maintenant, on est carrément à l'intérieur de la cellule, dans la mitochondrie même. Et en étant plus précis, on est dans la paroi interne de la mitochondrie. On n'est pas dans la matrice, on n'est pas dans l'espace externe, mais on est dans la paroi interne. Qu'est-ce qui se passe dans cette paroi interne? Vous voyez ici, il y a un certain nombre de protéines qui sont agencées l'une derrière l'autre et que chacune a un rôle précis dans le transport des électrons. Donc la respiration, c'est un ensemble de complexes qui sont des multiprotéines qui sont intégrés dans cette membrane interne et de transport d'électrons tels que l'ubiquinone et les cytochromes C. Alors, ces transporteurs d'électrons se trouveraient entre les deux complexes protéiques et ils vont assurer le transport des électrons d'un complexe à un autre. Et vous allez voir qu'à la fin, qu'au final, on a un dernier récepteur qui, lui, va essayer de récupérer tous les protons qui proviennent de la dégradation de nos lipides, de nos sucres, de nos protéines en NADH et FADH. C'est des donneurs de protons. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on mange des protéines, c'est bon, on se dit c'est bien, il faut manger de la viande. Au final, on mange des protons, on mange de l'hydrogène. Et c'est ce qu'on recherche, c'est parce que la cellule, elle s'en fout de ce que vous mangez là. Mais au final, c'est les H+, dont elle a besoin. Donc c'est le NADH et le FADH+, ce sont des catabolisés, des produits réduits de la dégradation des éléments que nous consommons régulièrement. Et ces protons H+, vont être intégrés dans cette chaîne respiratoire pour aboutir au final à réintégrer l'oxygène qui se trouve à ce niveau-là. Et en prenant des protons, on va créer cette fameuse molécule d'eau, plutôt ATP, et bien sûr, comme dérivé, c'est le H2O. C'est vrai que c'est des réactions assez complexes. Vous aurez l'occasion peut-être aussi d'aller sur Internet pour pouvoir un petit peu expliquer, mais je pourrais éventuellement vous donner le résumé. Ça m'a pris beaucoup de temps pour pouvoir assimiler tout ça. Je vous le dis que ce n'est pas évident, mais c'est une passion inestimable, hein, c'est-à-dire quand on rentre dans cette profondeur de la cellule. Juste un mot pour parler du NADH. On en a parlé pour ceux qui ont déjà fait les cours, qui ont assisté à notre ami Jacques Mayer. Il parlait du NADH activé, nature, etc. Ah, c'est ça. La cellule fait son NADH pour prendre ses protons H+, de l'hydrogène. La forme activée et la forme stable du NADH qu'on avale, c'est justement apporter le maximum de protons H+, qui bien sûr vont augmenter le potentiel énergétique de la cellule. Et c'est à ce stade que notre ami a pu profiter. Ces cellules ont été un petit peu chargées, boostées. On leur a donné suffisamment de protons pour produire suffisamment d'ATP, donc pour un petit peu
faire régénérer la machine et ainsi lutter contre certaines cellules tumorales. Suivant, s'il vous plaît. Donc, voilà, je disais que l'oxygène que nous respirons, on parle de pourcentage, on est dans 4 à 5% de cet oxygène qui sera réduit en étape monovalente, c'est-à-dire qu'il va perdre sa bivalence, parce qu'on parle de dioxygène, il y a 2 molécules, mais à ce moment-là, cet oxygène qui n'est plus capté, ce faible pourcentage, il participe à la production, ce qu'on appelle des espèces réactives de l'oxygène. Vous allez retrouver ces termes dans la littérature, et vous allez aussi parallèlement entendre parler de radicaux libres. Au fait, c'est ça, les radicaux libres. Il y en a plusieurs, mais c'est le prime moment bas, c'est le point de départ de tout ça, c'est les espèces réactives de l'oxygène, qui sont des intermédiaires réactifs du fameux radical superoxyde, le radical hydroxyde et le peroxyde d'hydrogène, H2O2, on va en parler. Yanagi Shawan aime bien, parce que c'est une manière d'expliquer la théorie de l'action de la vitamine C comme tueuse des cellules tumorales, en utilisant le H2O2, parce qu'il est produit à très forte dose, vitamine C égale similitude biologique avec le glucose, du fait qu'on a une hyper production de H2O2, mais heureusement que nous avons aussi des systèmes qui permettent de casser cette molécule, c'est la catalase, et peut-être tout à l'heure je vais vous montrer un petit peu l'enchaînement en parlant des systèmes de défense endogènes. S'il vous plaît, une prochaine. Donc, l'origine du stress oxydant. Le stress oxydatif, on est toujours soumis à des stress oxydatifs d'une manière ou d'une autre. Donc les origines sont multiples. On parle des intoxications en métaux lourds, des médicaments, les pesticides que nous utilisons régulièrement, les irradiations, donc le soleil, les radiations ionisantes, les affections virales et bactériennes aussi sont un stress oxydatif, les phénomènes d'ischémie, perfusion, etc. Les carences nutritionnelles, ça c'est important. Il y a des gens qui font du stress oxydatif sans le savoir, il va nous le démontrer notre ami Ismaël. Effectivement, quand on a un déficit en vitamines, en oligo-éléments, on est soumis à un stress oxydatif et donc on a potentiellement des problèmes de santé. Et il y a aussi des anomalies génétiques, donc les codages, etc. Et les thérapies pro-oxydantes, la chimiothérapie, radiothérapie, c'est autant qu'elle apporte un certain confort pour un certain nombre de pathologies cancéreuses, mais malheureusement, elle reste quand même une agression. Et donc, elle est définie comme un des causes de stress oxydatif. C'est pour ça qu'on apporte aussi des éléments. Voilà, ça c'est pour schématiser ce que je viens de dire un petit peu. J'allais dire un petit peu sur les rayons ultraviolets, le soleil, l'exposition au soleil. Je pense que ce n'est plus à la tendance maintenant à le bronzage qui était dans les années 80 vraiment un signe de bonne santé. Je crois que maintenant, voir quelqu'un de bronzé, c'est vraiment un lésé et pas un bronzé. Les gens commencent à ne plus en parler. Hein. Les cabinets de bronzage, maintenant, je pense que voilà, effectivement, parce qu'on a remarqué qu'en fait, la cellule elle est soumise à un potentiel d'agression ultraviolette qui est susceptible d'entraîner une dénaturation, une dégénérescence et qui peut atteindre même l'ADN et tout ça. Donc tout ce qu'on a dit, la fumée de cigarette et tout ça. Et aussi un paradoxe, c'est le sport intensif. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, effectivement, on ne peut pas s'amuser à courir du jour au lendemain. Faites du sport, vous regardez pas avec clair. Là, je vous le conseille, mais d'une manière assez régulière. Allez dire, c'est vrai que le sport intensif est une source très péjorative. La musculation, effectivement, bien sûr, il y a bien sûr plusieurs variantes dans le sport intensif. Parce qu'on a besoin de juste d'oxygène, donc il y aura du libre, c'est ça? Non. Effectivement, il y a une hyperproduction pour une capacité j'allais dire, de gestion de cet oxygène dont le corps n'est pas préparé. Et donc forcément, c'est comme si vous donniez à une usine une hyper... voilà, vous apportez quelque chose, l'usine n'est pas préparée, il y a forcément des stocks, il y a de la déperdition, il y aura forcément des dégâts dans le système. Donc c'est pour ça qu'on en parle, bon, la pollution, etc.
C'est un schéma, c'est aussi pour schématiser très globalement aussi. L'oxygène, vous le voyez bien, il est bien sa bivalence. Bien sûr, au niveau de la mitochondrie, ça c'est dans la fonction normale avec l'apport des glucoses. Donc la chaîne, le cycle de Krebs va utiliser le glucose pour faire d'abord l'ADP, puis avec l'oxygène finir ce qu'on avait dit tout à l'heure, une molécule d'oxygène et d'eau. Et là, dans le fonctionnement normal, on a notre énergie et on a une partie de l'oxygène qui est utilisée. Mais seulement, voilà l'oxygène radical qui est éliminé sous sa forme réactive, qui lui va entraîner des dommages au niveau de l'ADN, au niveau bien sûr de la cellule. On entend parler des maladies mitochondriales, je crois que là toute la réponse est dans ce stress oxydatif et c'est comme ça qu'on pourra éventuellement dans l'avenir, toutes les pathologies mitochondriales pourront être expliquées un petit peu par ce fameux stress oxydatif. Heureusement, donc bien sûr il y a d'autres phénomènes, bon, oui on peut passer parce que là l'explication elle est ailleurs. Donc quelles sont les victimes de ce fameux stress oxydatif? On est toujours à l'échelle moléculaire, à l'échelle ultramoléculaire, c'est nos lipides, c'est nos glucides, c'est nos protéines, c'est notre fonction, c'est notre ADN. Donc voilà les principales cibles du stress oxydatif qui sont donc les constituants de notre organisme. Voilà. Bon, j'ai choisi les lipides parce qu'on en parle suffisamment. On parle du cholestérol, on parle des maladies cardiovasculaires, on parle des thromboses, thrombophlébite. Là, le stress oxydatif, il y est pour beaucoup, et disons, il y est pour quelque chose. Les LDL. Dans nos rapports biologiques, on lit LDL élevé, HDL bas. C'est mauvais, effectivement. Mais on ne s'est jamais posé la question, le pourquoi de la chose. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les LDL, ce n'est pas l'augmentation uniquement des LDL, mais c'est sa fraction oxydée, c'est les petites LDL, les petits LDL et denses qui sont très hétérogènes parce qu'ils sont oxydés. Et ils sont partie prenante dans la genèse de la fameuse plaque d'athérome qui, là, le processus n'est plus à démontrer. Donc, ces fameuses agressions vont entraîner tout un processus au niveau de la plaque, la lumière et la plaque endothéliale des systèmes circulatoires, et bien sûr la formation des macrophages. Je ne vais pas peut-être rentrer dans les détails parce que là tout est expliqué, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est que stress oxydatif égale oxydation des lipides. C'est les lipides oxydés, et peut-être qu'il pourra nous expliquer un petit peu la manière de terminer d'une manière indirecte l'oxydation de nos lipides. Et donc la théorie oxydative de l'athérogénèse n'est plus à démontrer, c'est-à-dire que nous, médecins orthomoléculaires, on défend toujours cette théorie de la théorie oxydative des lipides qui pourraient donc expliquer. C'est pour ça qu'on était amené à faire des cours, plutôt des présentations dans des séminaires ou des conférences qui font de la cardiovasculaire ou bien de la médecine interne, médecine générale. Et on a été très bien accueillis dans le sens où on avait donné des explications qui restaient entre parenthèses. S'il vous plaît. Les protéines, c'est aussi la même chose, mais à part que les protéines, bon, ils sont structurants, ils ont un fonctionnement, donc c'est pratiquement la base du fonctionnement de notre organisme et surtout de nos enzymes. Donc cet endommagement de leur fonction peut participer à leur dénaturation structurale et fonctionnelle. Donc une protéine qui est codée pour un certain nombre de fonctions, quand elle est dénaturée, elle perd ses fonctions forcément, et donc toutes les maladies qui s'en suivent dérivent de cette mauvaise programmation. Ce serait donc aura pour conséquence des troubles enzymatiques, déficit au niveau des neurotransmetteurs et altération des capacités de défense immunologique. Pour l'ADN, voilà, vous le devinez certainement que l'ADN, la dénaturation de l'ADN peut avoir des conséquences sur la réplication du génome, donc l'altération du message génétique, et au final,
le lit du cancer, de la cancérologie. C'est-à-dire, on comprend un petit peu une cellule qui n'arrive plus à avoir ses fonctions normales, parce que son ADN et la transcription adénine, guanine, cytosine, thymine, c'est ça. Il y a une transposition de ce fameux codage qui est inné, et à partir d'un moment donné, il suffit de changer une base pour entraîner donc un processus néoplasique. Encore une... Oui. On n'a parlé que du mal jusque-là des radicaux libres, mais il se trouve qu'ils ont quand même une certaine utilité lorsqu'ils sont produits en quantité modérée. Ils interviennent dans la signalisation cellulaire qui régule la vie cellulaire, la croissance, la prolifération, la différenciation et permettent aux cellules de s'adapter et de pouvoir résister à certaines infections virales. Je les compare aux petits bombards, enfin, disons, petits voyous, entre guillemets, de certains quartiers, qui sont en fait d'un apport dans un certain lieu, parce que quand on vous touche à votre voiture, c'est comme ça. Ils sont mal vus par tout le monde, mais on a réellement de temps en temps besoin d'eux quand il y a un petit voile qui se passe dans un petit quartier, on a toujours besoin d'eux. C'est à peu près les radicaux libres. La nature est faite ainsi. Il ne faut pas qu'ils soient nombreux. Pas nombreux, justement, c'est une poignée qu'on connaît, ils sont toujours au pied du mur, gardés là. Ils cadrent, comme on dit. À quel pourcentage? La base. Il faut avoir un voyou par quartier, c'est déjà bien. Il faut les avoir, hein, parce que... Ah oui, parce que là, si on vous enlève votre chaîne qui va de loin, le con est un des djiboules, c'est sûr. Par l'antioxydant, c'est quoi finalement, pour aller un peu plus vite? Les antioxydants, ce sont des enzymes naturelles, des vitamines du groupe ACE, c'est-à-dire ACE, des oligo-éléments, des micronutriments, des différentes substances alimentaires qui jouent un rôle d'antidote en régulant les surplus de radicaux libres. Donc, j'ai parlé un peu du stress oxydatif. Donc, c'est quoi le stress oxydatif? C'est des radicaux libres. Radicaux libres, il faut des régulateurs. C'est les antioxydants. On vient de les définir. On va peut-être un petit peu ajouter un petit peu dans les détails quelques éléments. Voilà. Donc là, c'est une balance qui se retrouve un petit peu dans tous ceux qui parlent du stress oxydatif. Donc, on ne parle de stress oxydatif que lorsque les espèces oxygénées activées sont en production qui dépasse les capacités de défense de l'organisme, et donc quand il y a une dépléance des antioxydants en faveur de ces radicaux libres, en ce moment-là, on parle de stress oxydatif. Très bien. Alors, comme je le disais, les antioxydants peuvent être classés en deux grandes catégories. Il y a les enzymes oxydantes qui sont endogènes, qui sont heureusement créées par le bon Dieu pour notre propre défense intérieure. Et il y a ceux que le corps ne sait pas faire, ne sait pas utiliser, mais qui sont apportés par la nutrition. Et c'est pour ça qu'on doit diversifier notre alimentation de manière à trouver tous les éléments que j'ai cités, la vitamine A, la vitamine C, E, etc., le sélénium, enfin, entre autres. Donc, ces deux grandes familles de stress, des antioxydants, sont complémentaires l'une par rapport à l'autre. Diapo. Les systèmes antioxydants enzymatiques endogènes. Je suis sûr que vous avez entendu parler au moins de la superoxyde dismutase. Hein. Parce qu'actuellement, il y a même dans nos cabinets, il y a des laboratoires qui vantent le mérite d'une pommade antioxydante à base de SOD. Le jour où on est venu me la présenter, j'ai plutôt rebondi sur la question et il m'a dit ce serait bien que vous le présentiez la prochaine fois à un de vos confrères, parce qu'effectivement j'ai été dans le sens de ce qu'il expliquait, que la SOD, la superoxyde dismutase, pouvait donc agir à un certain niveau de la chaîne des éléments du stress oxydant pour pouvoir un petit peu déterminer c'est-à-dire, elle agit. Bon, peut-être je vais me montrer l'action pour pouvoir expliquer. Donc, voilà. Donc, j'allais les citer. Il y a la superoxyde, la glutathion peroxydase,
les catalases et aussi un certain nombre de systèmes, protéases, endocrinases, etc. L'albumina-ferrite et l'acide urique aussi, c'est des antioxydants naturels. Très bien. Donc, j'allais dire que la superoxydismutase, donc, c'est une enzyme qui va aller à l'encontre des radicaux libres pour activer l'ion superoxyde. L'ion superoxyde, je disais, je ne sais pas si j'en avais parlé, mais c'est un produit justement, c'est parmi les produits avec l'ion hydroxyle, c'est des espèces réactives oxygénées, c'est des radicaux libres. Et donc, il y a l'action de cette superoxyde dismutase qui va agir pour produire du peroxyde d'hydrogène, le H2O2, qui est un intermédiaire qui va être tout simplement après détruit instantanément par une autre enzyme qui est la catalase et la glutathion peroxydase pour revenir au stade d'oxygène et d'eau qui seront que l'organisme connaît très bien et donc il peut les réintégrer dans la fonction métabolique. Donc ce sont, j'allais dire, c'est important parce que la superoxyde dismutase, c'est une métalloprotéine qui fonctionne avec un certain nombre d'oligoéléments, le zinc, le cuivre et le magnésium. Donc on a des SOD zinc cuivre, on a des SOD magnésium, selon qu'elles se trouvent à l'intérieur ou à l'extérieur des cellules. Il y en a au fait 3. Hein. Mais nous on retient quand même que la superoxyde dismutase est une métalloenzyme qui fait partie du système de défense de l'organisme. Voilà à peu près le schéma de la réaction. Donc, les protons qui sont récupérés au bout de la chaîne, la chaîne respiratoire au niveau de la membrane interne de la mitochondrie, ces deux protons qui sont fournis, parce que je disais tout à l'heure, de NADH ou le FADH+, ils sont récupérés avec les deux molécules d'oxygène pour former de H2O2 plus O2. H2O2 ne va pas rester à ce stade parce qu'il va être délétère. C'est pour ça que ce qui fait la différence. Nous avons d'autres systèmes qui vont casser cet H2O2. Voilà. Donc, deuxième système antioxydant, c'est la glutathion peroxydase. Aussi, c'est un sélénoenzyme, c'est-à-dire qu'il a dans sa chaîne un oligoélément, le sélénium. Le sélénium qui complète l'action de la SOD. Et il dérive donc du flux du radicaux superoxyde vers la formation de molécules d'eau en utilisant le glutathion comme donneur d'électrons. Le glutathion, ça c'est la forme active du glutathion, et le sélénium comme coenzyme. Donc le glutathion peroxydase, retenez ça, elle fonctionne avec du sélénium qui est un oligoélément et elle a le glutathion comme un donneur d'électrons, plutôt d'hydrogène. Et il faut toujours se remémorer ça, c'est que l'hydrogène plus l'oxygène, c'est les sources finales, l'oxygène étant un accepteur final d'hydrogène. La bombe à hydrogène, tant qu'on a connu, c'est de l'eau, c'est de l'oxygène et de l'hydrogène. Les propulsions de fusée, c'est à base de ces deux molécules. Bien sûr, le processus, il est, mais je pense que ça a été plutôt copié un petit peu sur la fonction de la cellule humaine. Au lieu que ce soit de l'ATP, et une très forte explosion qui fait propulser la fusée. Donc, le rôle majeur de ces peroxydes, ça vous expliquer aussi qu'une déplétion en sélénium, on ne va pas entrer dans les détails, mais le sélénium, ça se trouve un petit peu dans notre consommation quotidienne, mais surtout dans le blé. Et il se trouve que dans le monde, il y a des régions qui sont très pauvres en sélénium. Les États-Unis, on en sent plein. J'aime bien le blé, notre blé provient des États-Unis, donc on est séléno correct. C'est-à-dire à la limite, mais par contre... Ouais, c'est un autre sujet. C'est vrai. Non OGM. Oui, dans le américain. Tout ce qui vient de là-bas, ils sont forts. Voilà. Bien sûr, le sélénium étant bien synthétisé aussi au niveau du foie et du rein, donc on a remarqué que dans certaines personnes qui faisaient des insuffisances rénales aiguës, si on faisait le dosage du sélénium, on trouve qu'ils sont en déplétion
par les séléniums, et un apport pourrait éventuellement être très bénéfique pour ceux qui font des hépatites, des problèmes rénaux, plutôt hépatiques et rénales. La catalase, donc, c'est une enzyme qui catalyse la transformation, souvenez-vous, de l'H2O2. On disait, on ne le laisse pas ainsi dans la cellule, il faut qu'il soit catabolisé en molécules stables, inoffensives. Donc, H2O2, c'est H2O plus O2. La catalase, souvenez-vous, la cellule tumorale n'a pas de catalase. Et c'est pour ça qu'elle ne se défend pas. Donc, elle est protégée de l'organisme de l'action oxydante et néfaste du peroxyde d'hydrogène. Et voilà un petit peu l'action de la catalase sur le dihydroxyde d'hydrogène. Ça, c'est l'eau oxygénée. Hein. H2O2, c'est de l'eau oxygénée. Donc, voilà au final ce qu'on obtient. Et ça, c'est des éléments. Les antioxydants exogènes, là, je les cite uniquement parce que là, ce sera une journée pour en rentrer dans les détails de chaque molécule. Donc, la vitamine A, C et E, le tocophérol, les caroténoïdes, l'icosapentalutéide, ça, c'est vraiment des éléments qu'on retrouve dans notre alimentation, c'est des couleurs, le rouge, le bleu, etc. Les polyphénols dans le thé vert d'une manière générale, et les minéraux oligo-éléments que l'on retrouve dans les poissons, dans certains fruits et légumes, etc. C'est bon. Bon, pourquoi s'intéresser au stress oxydatif? Je l'avais dit en introduction, c'est parce qu'il est pourvoyeur de pathologies. Sinon, pourquoi aller rechercher, quand il est malade, on ne traite plus les symptômes, maintenant on va essayer de rechercher un peu ce qui se passe. Parce que toutes les études convergent sur le fait que le stress oxydatif est un facteur prédictif dans la genèse, l'évolution, l'aggravation d'un nombre incalculable de pathologies. On en cite des centaines de pathologies qui sont dues au stress oxydatif. C'est le cas des maladies neurodégénératives, telles que la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, la sclérose latérale amyotrophique, la SEP, et j'en passe. Les maladies métaboliques, le diabète, l'obésité, le syndrome métabolique, et entre autres, les maladies chroniques inflammatoires, certaines maladies cardiovasculaires, les affections rhumatismales aussi, la SPA, les fibromyalgies, et bien sûr toute la panoplie des affections virales, en passant par les hépatites, les sida, etc. Les cancers, effectivement. Donc très nombreuses enquêtes épidémiologiques montrent très clairement que le maintien du statut redox, c'est-à-dire un bon équilibre oxydoréducteur de notre organisme, permet de diminuer l'incidence d'un nombre important de pathologies. Est-ce qu'il est actuellement possible d'évaluer en routine le stress oxydant d'un individu? Vous posez la question toute crue au professeur Ismaël Ziané, il va me répondre « Mais c'est évident, c'est évident. » Oui, mais bon, quand je me suis posé la question, je ne connaissais pas le Powskin. Ah oui, il y a quelques temps, effectivement, parce que c'est une présentation que j'avais préparée, ça fait un moment. Et tenons la réponse, c'est moi qui vais répondre, effectivement. Oui. Allez-y. Mais comment évolue le stress oxydatif? C'est vrai qu'on n'a pas attendu un certain temps pour pouvoir y penser. Il y a des gens il y a beaucoup de laboratoires qui se sont investis dans le domaine de la recherche du stress oxydatif, ce qu'on appelle des méthodes plutôt invasives, c'est-à-dire un bilan sanguin, dosage des biomarqueurs spécifiques du stress oxydatif et une évaluation quantitative et qualitative. Il y a en France un certain nombre de laboratoires qui le font. Il y a la Société française des antioxydants aussi, qui s'occupe du stress oxydatif et qui utilise ce qu'on appelle l'oxyscale et l'oxyscreen. Bon, c'est une méthode d'évaluation analytique et quantitative du stress oxydant basée sur le dosage des marqueurs du stress oxydatif. Alors, oui. Donc, détermination des antioxydants enzymatiques et non enzymatiques, le dosage des oligo-éléments dans le sang, voilà, c'est la méthode par le prélèvement. Donc, on dose le sélénium, le cuivre, le zinc, là, on sait le faire actuellement. Le dosage des LDL oxydés, comme je disais, et les anticorps anti-LDL, comme marqueurs de progression de l'athérosclérose. Donc, des éléments indirects qui peuvent nous renseigner sur l'état oxydant d'un individu en dosant les produits du catabolisme du LDL dans le sang. Et aussi, on peut doser carrément le rapport glutathion réduit
sur glutathion oxydé. Donc, plus la valeur est élevée, plus le pouvoir antioxydant est élevé, effectivement. Bon, là, j'ai juste cité le radical ascorbyle pour pouvoir doser un petit peu le potentiel oxydant, ou plutôt la quantité d'acide ascorbique contenue dans l'organisme, pour voir est-ce que réellement on est en déficit ou bien par rapport à la vitamine C. Je crois que maintenant, d'ici l'avenir, il faudrait définir cet élément important qui est la vitamine C au niveau cellulaire. Très bien. Encore, oui. Bon, voilà, ça c'est un petit peu les techniques des mesures. Je les ai citées, ce n'est pas la peine d'aller dans les détails. Voilà un petit peu ce qu'on appelle l'oxytest. C'est une méthode donc indirecte qui est basée sur le dosage de substances de dégradation du métabolisme, qui est généré par le malonyldialdéhyde. Je crois que c'est toujours fait au niveau d'un certain nombre de laboratoires. Donc, c'est cet élément de dégradation qui est éliminé par les reins, et donc on recueille au niveau des urines, et à ce moment-là, on peut avoir une idée sur l'état de la peroxydation d'un certain nombre surtout les lipides, et donc on peut avoir une idée sur l'impact et le caractère oxydatif de la personne. Donc voilà, c'est par rapport à cette palette de couleurs qu'on définit le test, et on peut à ce moment-là, sur une échelle qui est basée sur les biomarqueurs du stress oxydatif, on peut avoir une idée selon que l'on soit dans la zone verte, c'est-à-dire qu'il y a absence de stress oxydatif, et plus on va vers la zone rouge, on dit que là, il y a stress oxydatif. Bon, ce n'est pas très précis, parce que là, on n'a pas des éléments sur les besoins réels, mais il y a d'autres analyses biochimiques qui peuvent être beaucoup plus précis, doser exactement les besoins en éléments essentiellement. Voilà, ça c'est un petit peu ce qu'est un bilan oxystream, et donc tous les paramètres, bon, c'est pas bien visible, mais disons qu'au final, on peut déjà l'évaluer sur une échelle, sur 10, on peut dire, voilà, par exemple, à ce stade-là, on ne peut pas parler de stress, il est pratiquement inférieur à 5, donc il n'est pas soumis au stress adénal. Voilà, c'est une slide que j'ai ajoutée, après que notre ami est mis au point avec le laboratoire, enfin l'université de Nancy, le Pouch Skin Technology. Donc il s'agit d'une nouvelle, je vais juste citer l'introduction, et puis là on aura le privilège et le plaisir d'être en première mondiale, comme disait notre ami monsieur le président. Donc c'est une méthode non invasive, c'est important, qui est basée sur des dosages électrochimiques afin d'évaluer le statut stress oxydatif. Donc c'est la balance antioxydant, oxydant, etc. L'appareil est mis au point par l'Institut européen des antioxydants, dont le président, et je le répète, professeur Smaïl Meziani, dont on est fier parce que c'est un enfant bien de chez nous. Voilà.